Alors, on va parler de stratégie SEO. Comment est-ce qu'on monte une stratégie de contenu SEO? Alors, on va parler de stratégie de contenu SEO. Comment est-ce que vous pouvez monter une stratégie sans finir trop anxieuse, trop stressée, confuse, paralysée par les problèmes existentiels de par où est-ce que je commence? Je vous montre tout ça. Alors, à l'agenda, par où est-ce qu'on commence? Ce qu'il faut savoir avant même de regarder le site en question. Comment le parcours client influence la stratégie, la place de la compétition dans la stratégie, sortir du lot, sortir de l'ordinaire, couvrir les bases, priorisation et l'évaluation tout au long. Donc, d'abord, il faut demander, c'est quoi les objectifs? Pourquoi est-ce qu'on fait cette stratégie de contenu? Donc, est-ce que c'est pour augmenter le nombre de leads, les revenus, les transactions, la visibilité? Et si on vous dit tout sous le soleil, c'est génial, mais j'aime bien rappeler aux gens avec qui je travaille, tu peux choisir que le travail soit bien fait, tu peux choisir que le travail soit fait rapidement ou à temps. Tu peux aussi choisir que le travail ne coûte pas trop cher. Mais avoir les trois en même temps, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Pareil pour les objectifs. C'est bien de vouloir plus de leads, c'est bien de vouloir plus de revenus, c'est bien de vouloir plus de visibilité et de vouloir plus de trafic tout en même temps, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que dès qu'on veut augmenter le trafic organique qui provient des moteurs de recherche de manière fulgurante, ben, il se peut que ce trafic-là, ce ne soit pas nécessairement du trafic 100% qualifié pour devenir des leads qui ensuite vont se qualifier et devenir des clientes. Donc ça, c'est important parce que des fois, dans certaines industries, il vaut mieux cibler le trafic qualifié avant même de penser je veux augmenter la visibilité de ma marque en général sur le web. Ça marche pas. Il faut cibler les gens qui ont besoin des services. Donc, je l'explique, il faut toujours demander les objectifs et recontextualiser tout ça en disant ok, on peut avoir plusieurs objectifs, mais c'est quoi le gros objectif prioritaire pour lequel on va créer des contenus SEO? Donc, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Et ça, que ce soit au niveau des clientes que des audiences qu'on va cibler. Donc, moi, ma première question aux clientes, c'est le succès, ça ressemble à quoi pour cette marque? Donc ça, c'est une question qu'on peut poser à une agence, c'est une question qu'on peut poser à la marque avec qui on travaille directement, c'est une question qu'on doit poser, point. Après ça, il faut établir qui sont les clientes potentielles. À qui est-ce qu'on vend ça? Donc ça, c'est très 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 important parce que j'ai une anecdote. Il y a bien des années, je travaillais avec une clinique du sommeil et la propriétaire me dit, les clients principaux, ce sont des hommes de 35 à 80 ans en fait. C'est à partir de 30 ans qu'on sait si on a des problèmes d'apnée du sommeil et c'est majoritairement les hommes qui sont touchés par ce problème. Ok, mais en fait, l'audience que je voyais moi dans les statistiques, c'était des femmes. Et là, je lui dis, écoute, j'ai l'impression que ça marche pas, nos efforts, parce qu'on touche principalement les femmes. Et là, elle me dit, non, 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 je suis vraiment contente, parce que d'habitude, en fait, c'est les blondes qui sont tannées de se faire réveiller. Donc, c'est vraiment les femmes des hommes qui souffrent de ce problème médical, qui ne dorment pas la nuit parce que l'homme ronfle trop fort. Et donc, c'est les femmes qui décident d'aller prendre rendez-vous avec la clinique du sommeil. Donc, finalement, c'est bien de comprendre les clients potentiels en fin de jeu, mais c'est qui va commencer à contacter? C'est qui va poser des questions? C'est qui va se renseigner? C'est pas nécessairement la même audience. Donc, au final, nous, nos clientes potentielles, c'était les épouses, les conjointes de ces gens-là. Donc, il faut comprendre que quand on va produire du contenu, il doit répondre aux attentes des gens à chaque étape de l'entonnoir de conversion. Et le problème, c'est que l'entonnoir de conversion, il a évolué. Donc, on avait un entonnoir de conversion qui fonctionne encore aujourd'hui, mais il n'est pas assez sophistiqué pour refléter la réalité. C'est qu'on dit, la personne, elle commence avec « je suis consciente que j'ai un problème ». Ensuite, j'ai un intérêt à régler ce problème, je vais me renseigner. Là, j'avance un petit peu plus, je sais ce que je veux. J'ai envie de quelque chose. Et on passe à l'action, on achète. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, je suis au courant qu'il y a quelque chose
dans ma vie, un problème, quelque chose que je veux régler. Ensuite, il y a l'intérêt qui embarque, donc je me pose plus de questions dessus, je commence à me renseigner, je commence à considérer les différentes solutions, on va évaluer les différents produits ou les différentes marques qui offrent ça, je vais décider de prendre action, donc je vais sûrement acheter la chose. Ensuite, je m'engage avec la marque et j'en parle autour de moi. Et ensuite, je suis cliente loyale et on recommence le processus. Je suis beaucoup plus ouverte cette fois-ci à ce qu'on me vende autre chose. Donc là, on voit un petit peu plus ce qui se passe en ligne, hein. Donc, il faut considérer tous les points de contact tout au long du parcours cliente. Pourquoi? Parce que si on est absent à un moment spécifique, il se peut que la cliente ne nous considère pas plus tard. Donc, un exemple concret de ça, quand je suis arrivée au Canada, j'avais un problème très important, il fallait que je m'équipe pour l'hiver, il fallait que je trouve des bonnes bottes d'hiver. Quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai demandé à mes collègues, j'ai demandé aussi dans des forums, j'ai commencé à lire des choses, et les marques qui n'étaient pas là au début de mon aventure, quand elles arrivent à la fin avec des publicités ou des articles en mode achète ou la page produit, moi je suis là en mode oui, mais on m'a pas parlé de toi, on m'a pas dit que t'étais bien, tu m'as pas vraiment donné des informations. Si t'étais pas là au début, est-ce que je peux réellement te faire confiance? Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Tous les points de contact tout au long du parcours client. On peut le voir ici, là. Donc ça, c'est en anglais. Retail Customer Journey. C'est simple. Parcours cliente, hein. Donc, pour quelqu'un qui veut acheter des produits. Donc ça, c'est pas du B2B. Donc là, on peut dire, j'ai besoin d'acheter quelque chose. Donc là, je pouvais pas vraiment comparer les trucs sur mon téléphone, c'était pas bien fait. Donc, je vais attendre d'être à la maison peut-être, ou je vais aller au magasin. Donc là, on dit, je suis allée au magasin à la place, c'était plus sympathique, super. Et là, on dit, je me souviens pourquoi est-ce que j'achète des choses en ligne, j'en pouvais plus de la caissière. Donc là, c'est pas top top, je vais essayer de le faire en ligne. Ok, le prix, il est bon. J'ai quand même quelques petites questions, je vais aller dans le chat me répond, ça va, je suis convaincue, donc ça c'est super. Ah tiens, je me dis, je vais acheter ça, de nouveau, j'en parle à mes amis en disant, c'était absolument génial. Donc ça, on le fait tous, on s'en rend juste pas nécessairement compte, hein. Concrètement pour vous, à quoi ça ressemble ce parcours cliente? Eh bien, ça commence par la personne n'est pas du tout au courant. Ensuite, la personne, elle est consciente du problème, elle est consciente de la solution, elle est consciente du produit, elle est prête à passer à l'action. Superbe. Ok. Pourquoi ça fait partie de la stratégie? Eh bien, parce que concrètement, là, on va se mettre dans la peau de pas mal de mes amis. Ces dernières années, les plantes sont à la mode. Et j'ai pas mal d'amis qui me disent, j'aimerais avoir des plantes dans la maison. Et c'est bien parce que on échange ensemble et je suis capable de suivre une bonne partie du parcours des clientes qui veulent des plantes. Donc, j'aimerais avoir des plantes dans la maison en mode c'est sympathique, j'ai lu des petits trucs qui disaient que ça égaye, que c'est bon pour la santé. Tiens, mon influenceuse favorite sur TikTok, elle aime bien ça. On a un paquet de raisons qui nous inspirent, mais ça c'est le début, c'est qu'on est au courant, on est conscient de j'aimerais avoir des plantes dans la maison. Donc, pas du tout au courant de comment on prend en charge les plantes. Là, on se dit juste, j'en veux. Après, la prochaine étape, mon Dieu, là, comment est-ce que je les choisis? Où est-ce que je peux les acheter? Est-ce que je peux, avec mon chien à la maison, prendre n'importe quoi? Et l'hiver, j'ai pas trop de luminosité, il fait froid, comment est-ce que je prends ça en charge? Est-ce que mes plantes vont survivre? Puis j'ai pas de place sur le rebord de la fenêtre, comment est-ce que je les installe? Donc là, qu'est-ce qu'on se dit? Il me faut un magasin de plantes en ligne qui vend des plantes d'intérieur adaptées à mes besoins. Donc je vous ramène ici, je suis consciente des problèmes, ils commencent à arriver. Donc là, j'arrive tout doucement en me disant, ma solution potentielle, ça serait ça. Donc là, on se dit, concrètement, il me faut des plantes d'intérieur non toxiques pour les chiens qui survivent au manque de luminosité et à l'hiver. Ok. Donc là, on est plus au courant de quelles sont les marques, hein, quelles sont les opportunités d'accomplir ce que je veux faire et via qui. Donc là, il faudrait que j'aille sur plants.com ou un autre revendeur en ligne pour sélectionner des plantes selon mes critères à moi.
Et bien entendu, on espère que bon, ben, la marque livre chez nous, hein. Donc, un exemple sur plants.com. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on arrive et ils ont bien compris mes besoins, ils ont compris comment je pense. Ils ont des plantes par caractéristiques. Plantes d'intérieur facile, ouh, ça me parle. Plantes d'intérieur adaptées aux animaux, ça va être mon premier critère parce que ça, c'est le gros critère non négociable. On voit les plantes d'intérieur d'ombre, les sets de plantes d'intérieur, suspendues. Ah bah tiens, j'ai pas de place sur le rebord de la fenêtre. Il y a plusieurs catégories là qui me parlent. Ok. Donc, au final, j'ai le choix entre 5 plantes qui sont non toxiques pour les chiens, à l'aise à l'ombre et qui n'ont pas besoin d'être arrosées très souvent. Donc là, je les ai en fait. Je sais que ça risque d'être ça. Donc le parcours client, il ressemble à ça, hein. Les clientes passent au travers de pas mal de choses avant de décider. Donc ici, on voit qu'en plus, c'est pas 5 plantes parce que dans ce magasin-là spécifiquement, il y en a que 3. Les autres sont temporairement épuisés. Donc, quand on n'est pas du tout au courant de ce qu'on veut, un exemple ici, des types de contenus qu'on pourrait regarder, eh bien, il y a le journal de la maison avec découvrez les tendances des plantes d'intérieur. On a le hashtag plantes d'intérieur sur Instagram qui déborde de belles images qui inspirent. On va dans Google et puis on tombe directement sur de l'aide parce qu'ils sont en mode voici les questions que les gens ont. Quelles sont les meilleures plantes? C'est quoi les plus faciles? C'est quoi les plus belles? C'est quoi leurs bienfaits? On voit aussi des plantes en pot écolo sur YouTube. Bref, on a pas mal de points de contact dès maintenant. Puis on peut voir le type de contenu qu'il faudrait produire à cette étape du parcours cliente. Donc, une fois qu'on a ça, on commence à être consciente du problème. Donc là, on se rend compte que bon, bah, les plantes d'intérieur, c'est bien beau, mais on peut pas toutes les avoir pour les chiens, par exemple. Alors là, on va chercher plantes non toxiques pour les chiens. On va voir aussi que ben, il y a des besoins. Donc, quand on est en hiver et qu'on n'a pas nécessairement un équipement incroyable, on se dit bah, quelles sont les plantes d'intérieur qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière? Quelles sont les plantes d'intérieur pour un endroit sombre, etc., etc. Ah bah tiens, si j'en veux dans ma salle de bain aussi, par pièce, on peut se poser la question. Donc, là, on voit les types de contenus aussi qu'on peut produire pour cette étape. Et si on passe à conscience de la solution? Ben là, la solution, c'est il faut que je me fasse livrer des plantes à la maison. Nos meilleures adresses pour acheter des plantes en ligne de Marie-Claire Maison, ça, c'est un bon article. On peut voir aussi que le magasin Plants a bien compris les besoins des gens et se disent, bon, ben, la cliente, elle est consciente de la solution, je lui offre. Il faut donc déterminer les types de contenus nécessaires à chaque étape. Et quand on dit les types de contenus, c'est aussi bien qu'est-ce qui doit être contenu dedans que, comme je l'ai montré, la nature, le format. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est une ressource comparative? Etc., etc. Donc, on détermine les types de contenus nécessaires à chaque étape du parcours dans la stratégie. Un exemple concret pour la phase consciente du problème, eh bien là, on pourrait produire le guide des meilleures plantes d'intérieur qui survivent l'hiver, la liste des plantes d'intérieur non toxiques pour les chiens, les plantes qui nécessitent peu d'arrosage pour les têtes en l'air. Et là, bien entendu, tête en l'air, c'est pas un mot-clé. Par contre, il y a beaucoup d'éléments dans ces idées de titres qui sont des mots-clés. C'est juste qu'on allie le mot-clé à l'intention de recherche derrière. Donc, il faut aligner les mots-clés sur l'intention parce qu'à la fin de la journée, on ne parle pas à des robots en quête de mots-clés, on parle à des humains et des humaines qui vont taper une requête dans la barre de recherche. Voici des mots-clés à différentes étapes. Il y a les plantes non toxiques pour chiens, les ventes de plantes en ligne pas chères. Je n'invente pas mes titres, ils sont inspirés de cette recherche de mots-clés. Donc, la recherche de mots-clés, même si elle n'est pas complète, il faut en faire une relativement pertinente, donc pas nécessairement super poussée, mais vous pouvez choisir 3 grands axes à explorer pour votre cliente et vous dire, bon, ben, on va montrer ça dans la stratégie et on va expliquer qu'on va décliner le reste par la suite dans l'implémentation.
Donc, copier les concurrentes, bah, c'est pas une bonne stratégie. Identifier les lacunes, par contre, ça paye. Donc, le but du jeu, c'est d'aller voir les autres marques, voir les contenus qui ont déjà été créés, qui parlent d'elles, comment, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur stratégie à elles, et se dire, bon, comment est-ce que je fais mieux? Qu'est-ce qui a été raté? Qu'est-ce qui n'est pas bien fait que nous, on peut bien faire? Donc, découvrir comment votre audience cible pourrait trouver vos concurrentes peut les aider à vous trouver à leur place. Encore une fois, se poser les bonnes questions pour faire mieux que la compétition, c'est important. Vouloir rattraper la compétition, c'est pas très payant. Il faut se démarquer. Donc, pour se démarquer, il faut passer par la case recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés, elle informe les contenus à produire. Les mots-clés permettent de mapper aussi les pages à optimiser. Et ben, une bonne recherche, ça permet de comprendre ce qui manque dans le site et les types de contenus à produire, chose qu'on doit lister dans la stratégie SEO. Ça informe aussi l'approche au maillage interne. Comment est-ce que les pages sont interreliées par vos soins avec de belles encres au sein des contenus? En disant, bon, si tu as des questions sur les plantes d'intérieur qui n'ont pas besoin de beaucoup d'arrosage, tu dois être sûrement en appartement. Si tu es en appartement, peut-être que tu n'as pas toujours la luminosité optimale. On va mettre un lien vers l'autre article qui parle des plantes d'intérieur qui tiennent bien quand il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc, quand on fait une stratégie comme ça, il faut évaluer aussi ce qui marche bien et ce qui marche moins bien sur le site. Il faut donc utiliser Google Search Console pour analyser les pages qui ont le plus de visibilité organique et le plus de clics. Il faut déterminer les types de pages qui marchent bien. Donc, vraiment, quand on dit type, est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est une fiche produit? Est-ce que c'est une catégorie? Est-ce que? Il faut déterminer les thématiques qui marchent bien. Donc, est-ce que la marque, elle a déjà plus de potentiel sur une thématique? Elle s'affiche mieux, elle est plus visible sur un sujet qu'un autre. Parce que c'est ça qu'on va renforcer en premier, en fait. Ou expliquer, attention, ça, ça marche bien, on va passer à la suite parce que on a des lacunes. Il faut identifier ce qui ne marche pas et ce qui ne marche pas, mais qui a du potentiel. Parce que, bien entendu, ça va dans la carte de route en mode priorisé, en disant, bah, ça va être simple pour nous de régler ça. Il faut déterminer ce qui est vital pour cette marque et prioriser les tâches à fort impact et à faible effort. Le but du jeu, bien entendu, c'est de voir quelles sont nos opportunités, qu'est-ce qu'on peut renforcer sans trop se fouler, qu'est-ce qui marche bien qu'on laisse tel quel, qu'est-ce qu'on apprend qu'on peut répliquer et ne pas se perdre, parce que c'est souvent ça le problème, on ne sait pas par où commencer. Donc, quand on met en place une stratégie, on détermine c'est quoi les cocons sémantiques qu'on a le plus de chances de développer, heu, qui font le plus de sens en fait, ce qui est le plus logique en mode, on est une entreprise en train d'essayer de faire ça, de vendre ça à telle et telle personne, quel est le type de contenu qu'on doit prioriser? Et on doit déterminer qu'est-ce qu'on peut réellement faire? Donc si une cliente dit: «Bon, ben, je m'attends à avoir 3 mois de contenu qui est produit», qu'est-ce qu'on peut faire en 3 mois? Sur quoi est-ce qu'on se concentre? Le but du jeu n'est pas d'avoir la meilleure stratégie au monde, c'est d'avoir une bonne stratégie solide qui va pouvoir être suivie, qui va informer la carte de route. Il faut donc diviser le travail en phases, phase 1, phase 2, phase 3, et expliquer ce qui n'est pas dans le scope de la stratégie. Parce que bien entendu, les clientes vont toujours en vouloir plus et plus et plus. Donc on dit, bon, on s'est entendu pour optimiser cette section du site ou la version française du site, etc. etc. Donc on dit, ça c'est le scope. On dit, ah, on voit une opportunité d'optimiser tel et tel contenu, mais attention, ça ne fait pas partie du scope. On est sympathique de vous en parler parce qu'on a vu une opportunité, mais c'est pas dedans. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans certains cas? C'est que, bien entendu, on décroche d'autres mandats en parlant de ça. Mais il faut toujours être très très clair en disant, bon, phase 1, je vais faire ça, phase 2, je vais faire ça, phase 3, optionnel, on risque de faire ça. Et le SEO, c'est un travail continu. C'est pour ça que je parle de phase, c'est que le but, c'est de pivoter continuellement l'attention en fonction de la performance, de l'évolution du marché et des nouvelles opportunités qui se présentent. Donc, c'est bien d'avoir une carte de route, mais quand on a des phases, au moins, on ne s'attaque pas à corps perdu et en se disant, oh mon Dieu, bah, j'ai pas revérifié. Finalement, il y a certains bouts que j'aurais pas dû faire parce que c'est une perte de temps vu le changement au niveau du marché.
et les nouvelles opportunités qu'on aurait pu saisir à la place. Donc, le but du jeu, c'est bien entendu, quand on fait cette stratégie, de bien la pousser, mais de réévaluer régulièrement qu'est-ce qui marche pas et quelles sont nos opportunités. Il faut du contenu pertinent, utile et qui va aller combler les content gaps. Donc, c'est quoi les content gaps? Ben, c'est les trous qui nous manquent au sein de l'entonnoir de conversion. C'est les contenus qu'on n'a pas pour accompagner nos clientes lors du parcours d'achat. Donc tout ça, il faut bien le comprendre parce que si on rate cette opportunité-là, comment est-ce qu'on les récupère plus tard ou comment est-ce qu'on arrive à les convaincre de passer à la prochaine étape? Donc un exemple concret de content gap, donc une lacune qu'on puisse trouver très très souvent dans les sites des agences SEO. Une agence SEO va se précipiter pour dire vous avez besoin d'un audit SEO. Vous avez besoin d'une stratégie. Oui, mais en fait, recule un peu et pose-toi la question du côté cliente. Pourquoi est-ce qu'une cliente voudrait avoir un audit de contenu SEO? Ben, peut-être parce que son trafic a chuté, peut-être que c'est suite à une migration que ça a chuté, peut-être qu'elle prépare une migration et qu'elle veut savoir ce qui se passe avant pour pouvoir comparer après. Ça, c'est des besoins qu'on doit prendre en compte, c'est de l'éducation qu'on doit faire avant de débarquer parmi les 50 000 autres agences et dire oui, oui, tu veux que je te fasse un audit de contenu. Donc, si on récapitule, il faut bien comprendre les objectifs de la marque, il faut bien saisir la niche et l'industrie spécifique, comprendre ce qui marche bien et moins bien sur le site, prendre en compte les priorités d'affaires et comprendre la valeur de ce qu'on apporte concrètement, plutôt que de dire bah, le SEO, ça serait génial. Non, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine leçon.